Étape 2, maintenant qu'on a réussi à dissoudre le para-aminophénol, l'un des réactifs, on peut réaliser la synthèse du paracétamol, donc en réalisant la réaction qui était décrite par cette équation. Donc en mettant le para-aminophénol dissous avec de l'anhydride éthanoïque. Donc, on nous dit qu'il faut porter gants et lunettes sous la hotte et qu'il faut ajouter progressivement, lentement, c'est-à-dire les 3,5 ml d'anhydride éthanoïque à notre mélange qu'on avait déjà dans l'Erlenmeyer. Et puis que le mélange va s'échauffer, qu'il y aura une réaction exothermique. Et une fois l'addition terminée, on positionne à nouveau le réfrigérant à air et puis on chauffe à nouveau au bain-marie à 60 degrés pendant 5 à 10 minutes. On nous demande en question 7 quel est le rôle du réfrigérant à air. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a un réfrigérant à air comme ceci, c'est simplement un tube en verre et puis autour, on a donc l'air qui vient refroidir le tube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on chauffe ici, on a beaucoup de vapeurs qui se forment, parfois même certaines espèces chimiques entrent en ébullition. Et ces vapeurs auraient tendance à vouloir monter. Et si on ne met pas de réfrigérant à air, ces vapeurs sortent et donc on perd un petit peu des réactifs. Le but du réfrigérant à air, c'est de refroidir les vapeurs qui passent dans le tube afin de les recondenser et qu'elles redescendent et qu'elles reviennent dans le mélange réactionnel, de sorte qu'on ne perd pas de matière grâce au réfrigérant à air. Donc, c'est ce qu'il faudrait noter ici. Voilà, donc le réfrigérant à air refroidit les vapeurs pour les recondenser et on évite comme ça les pertes de matière. Question 8. D'après le tableau de données, parmi les réactifs et produits, quelles espèces sont solides à température ambiante? Ces solides sont-ils solubles en solution aqueuse et en déduire la nature des cristaux blancs qui apparaissent? Parce que oui, on nous dit que quand on va refroidir le mélange avec de l'eau glacée, on va obtenir une cristallisation et on a des cristaux blancs qui apparaissent. On avait déjà dit que le para-aminophénol était solide à température ambiante, donc ça pourrait être du para-aminophénol. Par contre, ça ne pourrait pas être du liquide, enfin ça ne pourrait pas être de l'anhydride éthanoïque. Et on va regarder pour les produits. Est-ce que le paracétamol et l'acide éthanoïque sont solides ou liquides? Alors le paracétamol, il a une température de fusion à 168 degrés Celsius. Donc en dessous de 168 degrés Celsius, il sera solide. Et sa solubilité est de seulement 10 grammes par litre à 20 degrés Celsius. Donc, on devrait pouvoir obtenir des cristaux. Tout comme le para-aminophénol qui a une solubilité de seulement 8 grammes par litre à 20 degrés Celsius. Donc, peut-être qu'on peut obtenir des cristaux de para-aminophénol. Mais bon, ce serait bête, on a tout fait pour les dissoudre dans l'étape précédente. L'acide éthanoïque, lui, a sa température de fusion, c'est 17 degrés Celsius. Donc, normalement, si on est autour de un peu plus de 17 degrés Celsius, ce serait plutôt liquide. Et puis, on nous dit que de toute façon, il y a une très grande solubilité dans l'eau et les solvants organiques. Donc, il y a de grandes chances que, étant donné qu'on est en solution, qu'il soit plutôt dissous en solution, puisqu'il est très soluble. Donc, voilà, deux solutions. Nos cristaux seront donc soit du para-aminophénol, soit du paracétamol. Et normalement, il vaudrait mieux que ce soit du paracétamol puisque c'est ce qu'on cherche à produire. Voilà, donc il semblerait que les cristaux soient plutôt du paracétamol. J'élimine un petit peu le para-aminophénol puisqu'on avait justement rajouté de l'acide éthanoïque pour améliorer sa dissolution. Donc on peut présumer qu'il va rester dissous le para-aminophénol. D'autant plus que la réaction ayant eu lieu, normalement, ce qui est en plus grande quantité, c'est quand même le paracétamol. Ensuite, on nous demande en question 9 de calculer les quantités initiales des réactifs. Alors, on regarde quelle quantité on avait prise. On avait pris dans la synthèse
3,5 ml d'anhydride éthanoïque. Et comme autre réactif, on a le para-aminophénol dont on a pris 2,5 g. Donc voilà, 2,5 g de para-aminophénol avec une masse molaire de 109 g par mol. On peut donc calculer la quantité de matière, N, en faisant donc petit m sur grand M, 2,5 g sur 109 g par mol, on trouve environ 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Et on sait pour l'anhydride éthanoïque qu'on a 2,5 ml et que la masse volumique est de 1,08 g par millilitre. Donc à partir de ça, on va pouvoir déjà calculer la masse d'anhydride éthanoïque. Ensuite, une fois qu'on aura la masse d'anhydride éthanoïque, il suffira qu'on s'y prenne de la même façon que pour le para-aminophénol pour calculer la quantité de matière en mol. Donc la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et on trouve donc 3,78 g d'anhydride éthanoïque. Et une fois qu'on a ça, on calcule la quantité de matière en faisant petit m sur grand M avec les 3,78 g divisé par la masse molaire de l'anhydride éthanoïque qui était dans le tableau pour l'anhydride éthanoïque 102 g par mol. Et vous trouvez comme ceci environ 3,71 fois 10 puissance moins 2 mol. À partir de ça, on doit déterminer le réactif limitant. Donc on a calculé les quantités de matière des deux réactifs et on s'aperçoit que le para-aminophénol est en quantité plus petite que l'anhydride éthanoïque. Il faut qu'on regarde s'il y a des coefficients stoichiométriques dans l'équation. Et si on rebascule sur l'équation, vous apercevez qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique particulier. Donc on a une molécule de para-aminophénol qui va réagir avec une molécule d'anhydride éthanoïque. C'est 1 pour 1. Donc celui des deux réactifs qui est en quantité inférieure, c'est celui-ci qui sera le réactif limitant. Et donc, on a dit que c'était le para-aminophénol qui est en quantité inférieure. Donc, c'est le para-aminophénol, le réactif limitant. C'est ce que je vous ai noté ici, que la quantité de para-aminophénol est inférieure à la quantité d'anhydride éthanoïque. Et comme d'après l'équation, une mol de para-aminophénol réagit avec une mol d'anhydride éthanoïque, c'est donc le para-aminophénol qui viendra à disparaître complètement le premier si jamais on avait affaire à une réaction totale, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais bon. Donc le réactif limitant, si c'était une réaction totale, ce serait le para-aminophénol. Question 11. Quelle serait la quantité de matière théorique de paracétamol obtenue au maximum dans le cas d'une réaction totale et en déduire la masse de paracétamol qu'on pourrait alors obtenir? Pareil, on va se rebaser sur l'équation de réaction et d'après l'équation de réaction, vous voyez qu'à chaque fois, on a une mol de para-aminophénol qui réagit avec une mol d'anhydride éthanoïque pour former une mol de paracétamol. Donc, étant donné que nous avions pour le para-aminophénol seulement 2,29 fois 10 puissance moins 2 mol, eh bien, ce sera pareil, on pourra obtenir que 2,29 fois 10 puissance moins 2 mol de paracétamol. Voilà, donc la quantité de paracétamol formée sera égale à la quantité de para-aminophénol disparue, c'est-à-dire 2,29 fois 10 puissance moins 2 mol. On nous demande ensuite d'en déduire la masse de paracétamol en théorie qu'on pourrait obtenir. Ah oui, là, à la place de mettre la quantité de matière de paracétamol, j'aurais dû l'appeler comme ils ont dit NTO. Je vais changer. Donc voilà, la masse théorique, ce sera la quantité de matière multipliée par la masse molaire du paracétamol qu'il faut reprendre dans le tableau qui était de 151 g par mol. Donc on trouve 3,46 g. Donc à l'issue de la synthèse, on devrait réussir à produire 3,46 g de paracétamol en théorie si on avait une transformation totale.